Si l'on peut revenir légèrement sur la fin du XIXe siècle et sur ces formes de censure plus directes, pouvez-vous dire deux mots de trois œuvres que sont La Squin, Le Débutant, Les Demi-civilisés, vous en avez déjà parlé, on pourra peut-être y revenir, mais dans ce cas-là, n'y a-t-il pas eu censure plus directe pour la Squin? Et dans le cadre du Débutant d'Arsène Bessette, une censure, ou plutôt une forme d'autocensure aussi, et de censure par le silence sur une œuvre qui venait de paraître. Les cas que vous évoquez, auxquels on pourrait ajouter Marie Calumet, donnent des variations fort intéressantes sur les différents types de censure. Dans le cas du roman d'Albert Laberge, La Squin, paru en 1918, il n'y a pas eu de censure nommément. La censure s'est faite contre un chapitre de La Squin, paru en 1909, le chapitre Les Foins, dans un journal, et c'est là où était intervenu l'évêque de l'époque, Monseigneur Bruchesi. Non pas donc, c'est pas le roman qui a été interdit, mais ça a fait en sorte que Laberge, du moins c'est ce qu'on croit, devant cette interdiction assez sévère de son chapitre Les Foins, a décidé ensuite de publier La Squin 9 ans plus tard, mais à petit tirage, une soixantaine d'exemplaires pour ses amis et à compte d'auteur. Donc on a là un des effets de la censure, si on peut dire, sur l'édition. Dans le cadre de la réflexion de Pierre Hébert sur la censure, j'aimerais citer deux extraits de romans dont il avait été question. Il s'agit pour l'un du roman d'Albert Laberge, La Squin, de 1918, tiré du chapitre Les Foins qui s'était tiré les foudres de l'archevêque de Montréal, Monseigneur Bruchesi. Citation. Se dirigeant dans la direction de la voie, les jambes embarrassées dans le foin et trébuchant à chaque pas, l'Irlandaise arriva à Charlot. Elle s'affaissa près de lui, les jupes trempées et boueuses, la laine puant l'alcool. Attisée par le genièvre, elle flambait intérieurement. Et Charlot éprouvait lui aussi des ardeurs étranges. Ses 35 ans de vie continente, ses nuits toujours solitaires dans le vieux sofa jaune, allumaient à cette heure en ses entrailles de luxurieux et lancinants désirs. Cet homme qui jamais n'avait connu la femme sentait sourdre en lui d'impétueux et hurlants appétits qu'il fallait assouvir. Toute la meute des rêves mauvais, des visions lubriques l'assiégeait, l'envahissait. Une solitude immense et des ténèbres profondes, épaisses comme celles qui durent exister avant la création du soleil et des autres mondes stellaires, enveloppaient les deux êtres. La pluie battait la couverture de la grange, chantant sa complainte monotone, et la sempiternelle et lugubre plainte des grenouilles s'entendait comme un appel désespéré. Alors Charlot se rua, et le geste d'Éraste s'accomplit. Ce fut sa seule aventure d'amour. L'autre cas, le débutant, est extrêmement intéressant parce qu'il s'agit effectivement d'un mélange d'autocensure et de censure par le silence. D'abord d'autocensure. Le roman Le Débutant, qui mérite vraiment d'être connu, qui est un roman fort intéressant pour l'époque, est paru en 1914. Or, ce roman, qui est un roman de mœurs, un roman urbain jusqu'à un certain point, qui se passe même parfois dans les bas-fonds de Montréal, qui détonne vraiment avec Maria Chapdelaine, de la même époque, c'est le cas de le dire, ce roman a été plutôt mal reçu, mais avant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un manuscrit de ce roman-là aux archives à Ottawa où Arsène Bessette a enlevé nombre de passages qui étaient peut-être compromettants de ce roman-là concernant l'éducation, la mainmise du clergé sur l'éducation, la sexualité, etc. Et malgré cette autocensure qu'on peut voir parce qu'on dispose du manuscrit et de l'édition finale, malgré cette autocensure, effectivement, le roman sera très mal reçu. On dit, mais je n'ai jamais trouvé de preuve de ça, qu'il aurait été brûlé sur la place publique. Mais une chose est certaine, c'est que Arsène Bessette était déjà, soupçonné, puisqu'il avait été déjà dénoncé comme franc-maçon.
Et on peut parler effectivement d'une censure du silence parce qu'on ne parle à peu près pas de cet ouvrage. Alors toujours dans le cadre de cette réflexion sur la censure, à propos d'un livre dont a parlé Pierre Hébert, j'aimerais donner cet extrait du roman d'Arsène Bessette, Le Débutant, qui date de 1914, un roman frappé, lui, d'une conspiration du silence. Dans ce passage que je vais citer, l'auteur prête à son personnage principal, Paul Miraut, des propos ironiques à l'égard d'un ennemi journaliste, Pierre Ledoux, directeur de La Fleur de Lys, dans le roman. À mots couverts, Arsène Bessette, qui est franc-maçon, Arsène Bessette attaque Jules-Paul Tardivel, qui était alors directeur de La Vérité et qui était un farouche ultramontain contempteur des francs-maçons. Citation. Pierre Ledoux, dans La Fleur de Lys, dénonça une conspiration maçonnique épouvantable. Afin d'impressionner l'opinion publique par des mots terrifiants, il parla de sectes infâmes, de mécréants, de vampires, de suppôts de Satan portant au front le signe de la bête, et désigna comme faisant partie des loges tous ceux qui revendiquaient le droit de raisonner et d'avoir des opinions autres que les siennes. Dans un de ses plus fameux articles, il exprimait le regret qu'on ne puisse revenir au temps si glorieux pour l'Église où les libres penseurs étaient condamnés à mourir dans les supplices, regret tout imprégné de mansuétude et de charité chrétienne, et il se consolait par cette non moins charitable pensée: si nous ne pouvons plus brûler les hérétiques, il nous reste encore la ressource de briser leur carrière, de leur enlever leurs moyens d'existence, en un mot, de les exterminer par la famine. C'était sublime. Le cas de Marie Calumet est certainement le plus classique de la censure québécoise, ou de la censure cléricale québécoise. Rodolphe Girard est un journaliste à la presse. Il écrit un roman truculent, comique, drôlatique, sarcastique, Marie Calumet, qui paraît en 1904. À titre d'exemple, un des chapitres s'intitule « Où est-ce qu'on va mettre la Sainte Pisse à Monseigneur ?» C'est-à-dire que Monseigneur, qui couche au premier étage, la nuit a besoin d'un bol ou d'une bassine pour faire ses besoins. Et Marie Calumet, qui est la bonne du prêtre en question, vient faire le ménage dans sa chambre et ne sait pas trop quoi faire avec cette sainte urine. Alors, d'où le chapitre « Où est-ce qu'on va mettre la Sainte Pisse à Monseigneur ?» Alors, finalement, elle décide de la lancer par la fenêtre et elle tombe sur la tête d'un passant. Un autre exemple de Marie Calumet, de ce côté truculent, c'est que Marie Calumet se marie, mais un de ses prétendants est très jaloux. Alors, au moment de la noce, il met un laxatif très puissant dans toute la nourriture des convives. Je vous passe la description du dernier chapitre et des effets de ce laxatif, mais disons que c'est ce qu'on appelle de nos jours graphique. Alors, également, le prêtre saisit d'ailleurs le mollet aussi d'une autre des servantes, comme ça, gentiment, par pseudo-accident. Un autre des personnages lit la Bible, ce qui était interdit, et en particulier le Cantique des Cantiques, une partie plus érotique. Alors, tant et si bien que Monseigneur Bruchesi interdit le roman presque immédiatement après sa parution, et fait en sorte que Rodolphe Girard va perdre son emploi à la presse. Alors cet interdit, c'est le plus manifeste des interdits du clergé, c'est-à-dire un interdit public. Public qui a été émis par soit un mandement ou une autre méthode officielle du clergé, mais qui est aussi émis dans le journal La Presse, l'interdiction de lire, de prêter cet ouvrage-là. Alors, Rodolphe Girard perd son emploi, parce que Monseigneur Bruchesi, en plus, intervient privément auprès du propriétaire de la presse pour qu'il perde son emploi et doit se trouver un autre emploi à l'extérieur de Montréal. Il y a aussi un autre cas, toujours dans Marie Calumet. Marie Calumet est aussi un cas d'autocensure intéressant, parce que le roman est paru en 1904,
Et il a été question de le rééditer en 1925 par Albert Lévesque, le principal éditeur, mais celui-ci, finalement, a décidé de ne pas le faire parce qu'il avait encore peur des effets que pourrait engendrer Marie Calumet. Ce sera seulement en 1946 que Marie Calumet va connaître une seconde édition, et même là, elle va être expurgée par rapport à l'édition originale de 1904. Alors, Marie Calumet est probablement un des cas les plus éclairants sur les tenants et aboutissants de la censure, jusqu'où le clergé était prêt à aller, sur les incidences qu'il y a sur un auteur et sur l'autocensure que la censure peut engendrer dans la suite des éditions ou des autres œuvres d'un auteur. Mais oui, et si on parle des incidences sur les auteurs, incidences professionnelles, personnelles, existentielles, que dire des demi-civilisés et de la façon dont l'auteur a été, sinon stigmatisé, du moins atteint très personnellement? Les demi-civilisés, c'est un roman de Jean-Charles Harvey, paru en 1934, qui attaque le clergé jusqu'à un certain point, la bourgeoisie de l'époque, qui est aussi, et d'ailleurs, Harvey s'était déjà fait une marque de commerce avec cette question-là, plutôt sensuelle. Alors, les demi-civilisés paraissent en 1934, et le cardinal Villeneuve, franchement, est très indisposé par ce roman-là, et 3 ou 4 jours après sa parution, au mois d'avril 1934, l'interdit publiquement. Alors, il devient interdit de lire, de prêter, en tout cas, il y a toute une formule, interdit publiquement la possession, la lecture de ce roman. Harvey perd son emploi lui aussi. Il était journaliste au Soleil. Et même 2 ans plus tard, il est toujours non grata dans la ville de Québec. Et quand Maurice Duplessis arrive au pouvoir, en 1936, il lui suggère gentiment de quitter la ville de Québec. De telle sorte que Jean-Charles Harvey va aller s'installer à Montréal, où il va fonder un journal qui va être à sa manière contestataire, mais Harvey demeure quand même un capitaliste, pas un socialiste, parce que là-dessus, il va y avoir aussi des affrontements, mais il va fonder le journal Le Jour, qui va devenir un journal quand même assez important. Mais en même temps, anecdote intéressante, les demi-civilisés montrent aussi parfois les limites de la censure cléricale. L'évêque, le cardinal Villeneuve, avait censuré le roman dans son diocèse. Mais il se trouve que son homologue dans le diocèse de Montréal ne l'a pas appuyé, n'a pas censuré le roman dans le diocèse de Montréal. Tant et si bien que c'était un péché de le lire à Québec et permis de le lire à Montréal. On a une lettre de l'éditeur Albert Pelletier qui écrit à l'auteur, en fait, il écrit à Alfred Desrochers, mais qu'importe, en disant que, franchement, il devrait remercier, même donner une commission à Monseigneur Villeneuve, parce qu'il a vendu des centaines d'exemplaires à Montréal presque instantanément. Alors, ça montre aussi le côté parfois un peu fragile de la censure, comme le disait Pascal dans ses pensées, « erreur en au-delà, vérité au-delà des Pyrénées ». Alors, ou plaisante justice qu'un diocèse borne, la censure est vraiment très fragile. Fragile aussi parce que les demi-civilisés, ce sera le dernier cas de censure officielle de la part du clergé. Ce qui rejoint un peu ce que je disais tantôt, c'est-à-dire que c'est la fin de la censure répressive. Alors, il n'y a pas d'autre cas de censure officielle de ce même type de la part du clergé après les demi-civilisés en 1934.